Voilà, je suis ravi de vous retrouver donc pour ce deuxième webinaire, cette deuxième conférence, donc consacrée cette fois plus particulièrement au financement de l'internationalisation et aussi, on va se poser la question, même si c'est plus rare évidemment, à l'internationalisation du financement des entreprises françaises de la santé. Alors vous avez vu, on a réuni un très très beau plateau là sur ce International Day Online 100% donc en ligne, hein, la première, hein, organisée donc par Expandion et par VVR. Alors, on a réuni trois professionnels du financement et trois témoignages d'entreprises, vous verrez, tout à fait intéressants, qui, à des degrés divers ou variés, eh bien, ont su faire appel à des financements ou ont des problématiques actuellement de financement. Tout d'abord, Marie-Alban Prieur. Bonjour Marie-Alban, vous m'entendez bien? Bonjour Arnaud, oui très bien, merci. Directrice adjointe du développement export chez BPI France. Vous êtes une habituée évidemment des webinaires et des colloques, hein, notamment sur Business France, et bien pour porter la bonne parole évidemment des financements de l'internationalisation des entreprises. Il y a Guillaume Rebaudet depuis Lyon, la capitale des Gaules. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes partenaire associé chez Ciparex, hein, fonds d'investissement qui investit dans beaucoup de domaines, notamment dans la santé. Vous gérez près de 2,2 milliards d'euros et surtout, c'est un des gros fonds, hein, totalement indépendants, hein, dans notre pays. Merci à vous. Eric, bonjour Eric Gélion, responsable de l'activité internationale chez CIC Sud-Ouest, basé à Bordeaux. Bonjour. Ah, on vous entend pas. N'oubliez pas de bien brancher votre micro quand vous parlez. Voilà. C'est bon pour vous à Bordeaux? Je vous entends toujours pas. Je vous entends toujours pas. Mais on va régler tout ça. Allez, et puis alors, nos trois témoins. On a trois témoins. Vous allez voir trois très belles entreprises. D'abord, on repart à Lyon avec Marc Okzakowski, l'ai-je bien prononcé, président et directeur général de EDAP TMS. Hein. Vous faites de la destruction de calculs rénaux, hein, par ultrasons focalisés et puis aussi destruction de tissus, hein, pour les cancers de la prostate. À Lyon, Arnaud Briot à Poitiers. Bonjour, Bonjour à vous tous. m'entendez? Oui, Ouais, bonjour j'entends à bien. tous. Président fondateur de Domalis. Vous êtes donc, vous, dans l'économie, la silver economy. Vous faites notamment des solutions, des produits de réduction de TMS, hein, et puis réduction de chute, hein, avec notamment des solutions connectées. Et Tout à puis fait. le dernier, on va partir du côté d'Agen, dans la bonne ville d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, avec Henri Gauthier. Bonjour Henri, vous m'entendez bien? Bonjour, très bien, Alors, vous êtes le parfaitement. patron d'IPM Technologies. Tout à C'est un fait. petit groupe d'entreprises très intéressant qui est basé en Suisse, mais avec une grosse activité en France. Vous venez d'ailleurs de reprendre une boîte à la barre du tribunal, hein, à Agen, donc des unités de production pharmaceutique modulaire, hein, notamment Tout à fait. pour tout ce qui est dialyse, hein, notamment poste de dialyse, mais pas seulement. Vous nous expliquerez tout ça. Tout Beaucoup à à fait. destination de pays émergents et vous avez un très très gros portefeuille, hein, en perspective Oui, et un gros volume de clients. Et c'est pas toujours facile, évidemment, hein, de financer donc non. vos clients. Voilà, on a fait le tour. Merci à vous tous. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, hein, sur donc notre thématique du jour, hein, le financement de l'internationalisation et l'internationalisation du financement des entreprises françaises. Je voudrais juste citer notre ami Fabrice Benoliel, hein, le cofondateur d'Expansio, qui est l'organisateur de cette manifestation, qui pour des raisons familiales n'a pas pu être parmi nous. Et quand je l'avais eu au téléphone, il m'avait dit, vous savez, il y a une accélération considérable aujourd'hui de l'écosystème, de l'innovation dans la santé, et il faut aller être vite et être tout de suite borne globale dans les technos de la santé. C'est tout de suite qu'il faut se projeter. Et c'est vrai que la mondialisation post-Covid, on a l'impression, ou certains pensaient qu'on referait de la relocalisation, on a l'impression qu'au contraire, ça va être une nouvelle mondialisation qui se décide. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ma chère Marie-Alban Prieur. Ce qui est sûr, c'est que chez BPI France, vous avez tout un arsenal, hein, si vous pouvez nous le rappeler, qui est proposé aux entreprises déjà installées ou mûres, hein, qui se lancent ou qui se renforcent à l'international. C'est ça? Oui Arnaud, tout à fait. En fait, BPI France, alors on n'est pas tout seul déjà, parce que vous le citiez tout à l'heure, il y a aussi, on fait partie de la Team France Export, donc à travers ça, c'est aussi en fait 300 conseillers, hein, qui quotidiennement, je mets en écho. Alors oui, j'ai un écho, c'est moi qui ai un écho.
Ouais, ouais. J'ai oublié de quitter la page internationale. C'est moi qui dois couper. Allô? Oui, Voilà. parfait. Merci Voilà, beaucoup. Désolée. Non, c'est moi. Et puis il faudrait que, bon, il faudrait que vous me le remettiez éventuellement si vous voulez bien, ou que Corentin, envoyez-moi les questions s'il y en a par texto, ce sera peut-être plus simple, et ou Sophie. Et donc vous avez l'occasion de poser vos questions si vous voulez à nos intervenants pendant la conférence ou après, évidemment, ils vous répondront. Excusez-moi, Marie-Alban, oui. Je vous en prie, pas de souci. Je disais juste qu'on n'est pas seul en fait à s'occuper de l'internationalisation des entreprises. Effectivement, nous continuons et le faisons au travers de la Team France Export, donc avec Business France et l'ensemble des chambres internationales. Donc, au travers de ça, c'est vrai que c'est un continuum. Donc, l'objectif, c'est de rationaliser. C'est vraiment ça l'objectif aussi de la Team France Export, c'est d'essayer d'être plus proche et d'avoir un interlocuteur. Alors, c'est tendance, hein, si on se dit les choses, d'avoir l'interlocuteur unique. Je ne sais pas si on arrivera à avoir l'interlocuteur unique. En tout cas, ce que j'aime à dire, c'est qu'on puisse avoir des interlocuteurs qui soient réactifs, dédiés et qui puissent accompagner au mieux par rapport aux besoins. Et donc, quand on dit par rapport aux besoins, nous, notre job, c'est quoi? C'est d'aller voir les chefs d'entreprise, de les écouter et de leur dire quels sont vos besoins, notamment en ce moment où c'est crucial, et vous le disiez, pour moi, de continuer à s'internationaliser. Pourquoi? Parce que c'est un moment d'opportunité. C'est soit on reste figé, soit on se dit, il n'y a jamais eu autant d'argent disponible en France qu'en ce moment. Donc, c'est notre part de responsabilité collective que d'aller la chercher. L'argent est peu cher, l'argent est disponible, l'argent est facile d'accès, donc, et encore plus sur un secteur de la santé. Donc, par rapport à ça, de manière très concrète, là-dessus, Arnaud, nous, on va pouvoir accompagner depuis la France. Donc, quand on parle d'internationalisation vers des pays qui sont des pays émergents, je pense au continent africain qui a extrêmement besoin, où il y a une classe moyenne qui est en train en ce moment d'émerger de manière très forte, mais beaucoup de continents sont demandeurs, en fait, par rapport à nos solutions, par rapport à l'offre française qui est vue, et vous le savez tous, enfin, je suis entourée d'experts aujourd'hui, mais qui est mieux que moi-même, vous savez qu'il y a du besoin. Et donc, par rapport à ça, notre job, c'est de vous accompagner en dérisquant sur l'assurance, en vous implantant, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas à l'étranger sans faire du transfert de compétences, sans former les équipes locales, sans s'implanter notamment. Donc ça, par rapport à ça, nous, c'est aussi tout notre enjeu de garantie de projet à l'international. Donc sur de la création, du développement des filiales ou des succursales, des bureaux de représentation, en fait, nous, on va garantir 50% de la mise de départ, en fait, qui est faite soit par le chef d'entreprise directement, soit qui est déléguée par rapport à nos partenaires bancaires. Et ça, on vient prendre 50% du risque économique d'échec de la filiale. Ça, c'est un point qui est crucial. Je le dis parce que, en fait, pour tout vous dire, il y en a que 150 en France par an qui sont réalisés. Je trouve ça trop petit. On pourrait en réaliser combien? Un minimum le double. Ouais. Il y a combien? 102 000 sociétés exportatrices en France minimum. Et on réalise 150 garanties de projet international. C'est trop faible. Donc, soit on ne connaît pas bien le dispositif, ce qui est un état peut-être, et c'est aussi mon rôle aujourd'hui, c'est de le dire. Pourquoi? Parce qu'en plus, il coûte pas cher. C'est de l'argent public, en fait, qui est dédié à ça, pour faciliter le développement et se dire, il y a une prise de risque qui est faite par le chef d'entreprise. On vient garantir cette prise de risque. Alors, si je résume bien, Marie-Alban, qu'on soit bien clair, il y a l'assurance prospection, la garantie. Ça, c'est le premier pas. Oui, et tout ceci, voilà, tout ce que vous pouvez proposer. Puis ça, c'est l'assurance prospection. À l'international pour dérisquer une entreprise, c'est ce que vous disiez, qui crée par exemple ou développe une filiale à l'international. Et il y a le crédit export qui peut être couplé à une assurance crédit, c'est ça? Tout est possible, tout peut se coupler. Moi, j'aime bien la notion de simultané parce qu'en fait, c'est tout en même temps. Aujourd'hui, c'est plus en silo, c'est tout en même temps de manière circulaire. Donc, par rapport à ça, le crédit export, ça s'adresse à une autre typologie de société. On est moins sur du primo, on est sur la société plus mature. Je vois qu'Arnaud Brio est là, IBM Technologies. Je pense que clairement, c'est des sujets en fait qu'on adresse puisqu'il faut qu'il y ait quand même de la matière, qu'il y ait un transfert de technologie, qu'il y ait un outil de production dédié. Et ensuite, on vient financer directement l'acheteur étranger et on se substitue
situe en fait en termes de non-paiement au risque que pourrait prendre le chef d'entreprise que je dois situer. Alors, moi, j'aime pas les grands mots complexes. Souvent, on parle de financement structuré, on parle de tout ça derrière. Je déteste. Pardon, je suis assez franche pour ceux qui me connaissent, mais parce qu'en fait, c'est quoi derrière? C'est juste, on se substitue, on prend ce risque de non-paiement que peut avoir l'acheteur étranger et qui plus est sur des destinations qui sont souvent, il faut se le dire, un peu moins attractives que si on part sur les US où on sait que pertinemment on aura des conditions de règlement qui sont déjà beaucoup plus simples, ou en Allemagne que si je suis, au Rwanda. Ouais. Qui Alors, est un ma des chère pays Marielle peut-être les Ban, moins risqués. c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à 14 heures, on aura une table ronde avec un focus sur les 4 gros marchés incontournables pour la santé française, qui sont effectivement plus sûrs, mais qui posent d'autres problématiques parce que c'est hyper concurrentiel et ça a besoin de gros fonds, notamment pour les forces commerciales. Ce sera les États-Unis à 14 heures, le Japon, l'Allemagne et puis la Chine. Je vous retrouve dans un instant, Marie Alban, et d'ailleurs vous pourrez converser avec Henri Gauthier, qui a eu des problématiques Oui. de crédit export dans un instant, mais tout de suite je me tourne et puis vous nous parlerez un peu de ce que vous faites spécifiquement pour les entreprises de la santé, si vous voulez bien, et notamment les entreprises qui sont dans une logique de très forte innovation. Je poursuis notre premier tour de table avec Guillaume. Donc Guillaume Rebaudet, si pareil, je l'ai dit, vous faites du capital investissement en fonds propres essentiellement, avec c'est quoi la particularité? C'est tout le spectre qui est visé, et en quoi vous intéressez aux entreprises de la santé? Ouais, merci Arnaud. Donc effectivement, Ciparex, nous, ça fait 40 ans qu'on fait ce métier de l'investissement. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 300 entreprises, de la start-up jusqu'à l'ETI. Donc on couvre vraiment tout le spectre, avec chacune ses problématiques propres liées à son développement, mais tout en commun quand même cette ambition d'aller à l'international. Alors nous, on est aujourd'hui très présents dans le secteur de la santé. On a dû faire à peu près 150 opérations dans la santé au cours des 20 dernières années. Une cinquantaine d'entreprises actuellement en portefeuille. Et clairement, c'est au cœur de nos stratégies, à la fois dans les startups, les PME, les ETI, d'aller accompagner, finalement, dans notre thèse d'investissement, c'est d'accompagner des champions français et de les amener à l'étape d'après, d'en faire vraiment des champions de dimension internationale. Ouais. Ce sont des gros tickets, Guillaume, aujourd'hui, que vous proposez. Ouais, donc on est capable d'investir on est capable d'investir entre 500 000 et 1 million d'euros vraiment au stade de l'amorçage pour accompagner des startups lors de tout premier tour, jusqu'à des tours de table, capable d'animer des tours de table jusqu'à une centaine de millions d'euros sur des ETI plus matures. Et vous avez fait notamment une grosse opération là avec Wincare, j'avais vu passer un communiqué, qui est une entreprise qui a des grosses activités en Scandinavie, je crois, et puis qui fait des lits médicalisés, c'est ça, Ouais, tout à fait. Wincare qui est le dernier investissement qu'on a annoncé. Donc là, on est vraiment sur une ETI qui fait à peu près 75 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'univers des lits médicalisés, des matelas anti-escar, de tout le matériel de transfert pour l'hygiène, à la fois dans les EHPAD et puis dans le maintien à domicile. Donc c'est une affaire qui a déjà commencé son internationalisation, ce qui font 40% de leur chiffre d'affaires à l'international, à la fois en export, mais aussi à travers des implantations locales. Donc au UK, effectivement au Danemark, en Pologne, en Espagne. Et là, notre thèse d'investissement, c'est d'accélérer la croissance de Wincare à l'international, notamment à travers des croissances externes. Donc on a d'ores et déjà identifié plusieurs cibles intéressantes de consolidation pour pouvoir à la fois créer des synergies, développer notamment ils ont une très belle innovation pour la prévention des chutes à travers un matelas connecté dont on pourra parler avec Arnaud Brio, peut-être un dialogue à avoir ensemble là-dessus, mais également pouvoir importer aussi des savoir-faire intéressants issus de l'international. Je pense notamment au Danemark, qui a un système de transfert par rail qui est extrêmement intéressant pour le marché français. Quelle est la stratégie de Ciparex aujourd'hui? C'est de mettre le paquet, parce que Marie-Alban Prieur le disait, avec toute la team France Export, et le ministre Riazel l'a redit avec Christophe Lecourtier d'ailleurs, que la santé était la priorité d'ailleurs avec l'agroalimentaire, Marie-Alban, pour se projeter à l'exportation aujourd'hui, avec donc tout le plan de relance à l'exportation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment vous aussi sur la santé que vous avez, et on dit que c'est un des secteurs qui sortira gagnant du post-Covid, on a dit des IT d'ailleurs. Donc ça veut dire que pour un fonds comme Ciparex, et peut-être, vous êtes membre de France Invest, peut-être pour toute l'industrie des private equity, c'est de mettre le paquet sur la santé. Le problème, c'est que c'est cher. C'est cher. Après, il y a de bonnes raisons. Il y a effectivement
résilience forte, notamment dans cette période voilà, de crise sanitaire majeure, une résilience forte, de la croissance. Il y a beaucoup d'innovations dans l'univers de la santé. C'est vrai dans les startups, mais c'est vrai aussi dans les ETI. Je viens de parler du matelas connecté de Woundcare. Et donc, il y a effectivement, c'est très attractif pour des investisseurs. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pépites en France, que le marché est très profond. Donc, il y a tous les ingrédients finalement pour séduire des investisseurs comme nous en private equity. Et je rajouterais que la France, dans ce secteur en particulier, bénéficie d'une excellente image à l'international. Et donc, pour aller projeter ces entreprises à l'international, clairement, voilà, la santé est un secteur prioritaire pour nous. On en a parlé à la première table ronde passionnante, la plénière, avec Guillaume Leroy, l'ex-patron de Sanofi France, qui nous disait que, bon, on aime bien critiquer en France, mais on n'imagine pas encore le haut niveau de la réputation des produits français, de l'offre française, que ce soit en pharma, que ce soit en dispositifs médicaux, que ce soit en équipement médical, que ce soit en medtech et même en e-santé aujourd'hui, l'excellente réputation au niveau mondial de l'offre française. Merci à vous, mon cher Guillaume, pour ce premier panorama. On vous retrouvera dans quelques minutes pour un peu concrètement ce que vous proposez, en quoi vous aidez, parce que vous décidez d'investir dans une boîte en private equity, en quoi ça va les aider à se projeter à l'international. Mais je me tourne justement vers Arnaud Briot du côté de chez Domalis, donc je le disais tout à l'heure, la réduction des TMS et puis et la réduction des chutes avec des produits connectés. Vous aussi, vous avez dans votre financement, alors vous allez nous raconter un petit peu. Vous faites à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, c'est ça. Dans votre financement, dans votre logique d'exportation, vous avez choisi d'ouvrir votre capital à un fonds de private equity, c'est ça? Oui, complètement. Alors, ça s'est fait par étapes. Il faut savoir que déjà, au départ, on a aussi bénéficié de différents types de financement, notamment avec des subventions de type région ou alors des aides type assurance prospection de BPI. Et dernièrement, oui, on vient de faire une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement privé sur une levée globale de 4,5 millions d'euros, notamment pour notre développement à l'export, puisqu'on est plus en mode, je dirais, on a passé le côté startup et on est plus sur le côté scale-up, où finalement, donc on a monté une filiale déjà il y a un peu plus de 2 ans maintenant aux États-Unis. On a aussi une succursale à Tokyo, au Japon, puisque aujourd'hui c'est nos 3 marchés principaux, à la fois la France, les États-Unis et le Japon, pour des solutions, comme vous l'avez dit, principalement de réduction des TMS, mais surtout de réduction des chutes auprès des personnes âgées. On est déjà présent dans plus de 1500 établissements en France et à l'étranger. Et donc, voilà. Vous disiez 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce que vous m'avez dit au téléphone, je crois, à horizon assez rapide. Donc, ça veut dire quasiment faire x10, enfin x8 ou x10. Qu'est-ce qu'apporte un fonds de private equity, finalement, dans cette logique-là? En quoi ça vous épaule? Qu'est-ce que vous voudriez dire à la salle, à ceux qui se posent la question des fonds de private equity, à tous ceux qui vous écoutent? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et peut-être aussi, où est-ce que ça vous freine? Parce que ils sont exigeants, je ne sais pas. Je pense que quand on a des ambitions de développement et d'accélération très rapides, sans avoir les financements nécessaires, on peut pas le faire. Donc, et non plus, quand on a des fonds propres qui sont limités au départ, la seule solution, orientation, c'est de s'appuyer avec les spécialistes et notamment les fonds de private equity. Donc finalement, ça s'est fait assez simplement, assez naturellement. Il faut pas en avoir peur. Je pense que c'est un vrai levier d'accélération, de croissance. Et ils sont là aussi pour nous accompagner dans notre développement à différents niveaux, à différentes étapes de notre croissance. Alors ça se prépare. Ils veulent du retour et ils sont prêts à vendre dans les 3-5 ans. Oui, alors l'horizon c'est souvent c'est ça dépend des fonds, entre 3, 4, 5, 7 ans ou plus sur certains types de fonds de véhicules d'investissement. Mais donc voilà, après on connaît les règles du jeu au départ, elles sont claires, elles sont définies et on avance ensemble, on est partenaires, on est actionnaires et on avance ensemble justement pour pouvoir accomplir notre mission finalement. De faciliter le quotidien des personnes fragiles et des gens qui les accompagnent et à la fois de faire de la croissance et la valeur ajoutée.
Alors, on va parler tout à l'heure notamment de se financer sur les marchés, hein, avec Marc Oczachowski qui a fait le choix du Nasdaq, hein, et puis on reviendra avec Henri sur ces problématiques parce que lui, c'est déjà une société très très mûre, hein, qui a un gros volume aujourd'hui de commandes. Mais juste avant, je voudrais passer un peu la parole au banquier, à Éric Gillion, donc à Bordeaux, responsable de l'activité internationale chez CIC Sud-Ouest. Là aussi, quand j'ai eu notre ami Fabrice Benoliel, donc de chez Expansio, et qui n'a pas pu, encore une fois, je le répète, hein, être parmi nous parce qu'il a eu un empêchement familial, et quand j'avais eu au téléphone, il m'avait dit d'une façon générale, les banques sont aujourd'hui moins frileuses. Les banques sont moins frileuses aujourd'hui dans l'accompagnement international, peut-être parce qu'elles sont plus expertes, mieux entourées, etc. Ça veut dire quoi aujourd'hui ce que propose un réseau en région? Toutes les banques, les grandes banques françaises aujourd'hui ont des grosses directions régionales, hein, avec les caisses, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour le CIC en région? Votre accompagnement international aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour de l'export? C'est pour du sourcing? C'est pour de l'implantation locale? Qu'est-ce que c'est? C'est les deux, mon capitaine, des trois, avec l'implantation. Effectivement, on est sur un spectre assez large. La région, c'est vraiment la proximité. On souhaite accompagner nos clients, les entreprises, que ce soit de la santé ou d'autres secteurs, au plus près de leurs besoins. Plusieurs, je dirais, le spectre est donc très large. Plusieurs types d'entreprises. On est sur soit les startups avec l'innovation je dirais, en ligne de mire, et donc des mises en place de financement spécifiques. On parle plutôt de haut de bilan et moins de crédit court terme, mais on le fait quand même. Et puis après, effectivement, l'autre cœur de cible, est plus facilement appréhendable en termes de risque. C'est l'ETI, la PME qui est déjà installée sur son marché et qui va effectivement, au travers, et Marie-Alban est la meilleure, je dirais, ambassadrice de l'accompagnement, effectivement, avec BPI, de cofinancement qui permet effectivement aux entreprises d'accéder au crédit et aux banques de pouvoir quand même les accompagner sur la durée en maîtrisant le risque et en s'adossant effectivement aux garanties que l'État peut octroyer et permettre à l'ensemble de la chaîne de valeur d'aller au bout des projets. Ça démarre, comme on l'a dit, par l'assurance prospection. Puis après, il y a le temps de préfinancement, donc des mises en place de lignes de crédit qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir couvrir son besoin de fonds de roulement avant la vente. Et puis intervient bien entendu le paiement. On essaie de sécuriser, soit seul, soit toujours avec BPI, de sorte qu'effectivement la boucle soit bouclée et que l'entreprise puisse avoir, je dirais, un courant d'affaires sécurisé et nous avec. Alors Marie-Alban tout à l'heure, elle nous reparlera un peu de ce cofinancement ou aussi avec les fonds d'ailleurs, hein, avec Guillaume. Mais juste avant, donc vous, il s'agit aussi on sait que le cash est king, hein, évidemment, le cash est roi, et il s'agit quand même de rassurer et quand vous accompagnez, de proposer aussi des offres de mobilisation du poste client, d'affacturage, de crédoc, qui fait que l'entreprise, alors ça a un coût évidemment, mais qui fait que l'entreprise sera plus libérée en quelque sorte à faire du grand export. La règle, vous l'avez dit, c'est le cash, c'est la trésorerie, c'est ça qui conduit l'entreprise à se développer. Tout en maîtrisant le risque. Vendre, c'est une chose, encaisser, c'en est une autre. Et effectivement, le circuit bancaire est là pour accompagner, sécuriser, conseiller, de sorte que les entreprises, et notamment sur la santé, puissent avoir, puisque les investissements sont lourds en capitaux, avoir quand même la certitude qu'une fois le marché acheté et qu'il aille à son terme, que le paiement soit totalement sécurisé. Et donc, vous avez des bons exemples? Vous avez des beaux exemples à nous donner là dans le Sud-Ouest où c'est encore un peu calme? On l'a dit avec Marie-Alban, hein, il y a tout un dispositif aujourd'hui, hein, de relance du volet export, hein, par la Team France Export. Est-ce que tout ça, on constate un frémissement? Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce qu'on vient frapper à votre porte? Est-ce que vous avez des beaux exemples à nous donner? On sait que c'est un secteur où il y a de la concentration, c'est vrai que c'est capitalistique et on sait qu'il y a l'appétence à l'international. On vient frapper à votre porte ou c'est encore timide dans le Sud-Ouest, hein, je crois que vous allez jusqu'à l'Occitanie d'ailleurs. Oui, c'est un grand Sud-Ouest, hein, pour le CIC Sud-Ouest, puisque ça couvre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et donc, sur notre grand territoire, on a des belles réussites. Je parle par exemple de Seva Santé, qui est implanté maintenant dans le monde entier et qui a effectivement besoin de nous, non pas forcément pour lever des fonds, c'est une entreprise extrêmement solide, mais pouvoir peut-être simplement pour la gestion des flux, hein, puisque c'est un autre volet également, sécuriser la gestion des flux
dès lors que l'on a une implantation mondiale, eh bien là, les banques ont la capacité de suivre ce type de projet, rechercher aussi des cibles. On parle d'accompagnement. Nous-mêmes, nous avons un dispositif qui nous permet de détecter des opportunités et on les fait remonter à nos chefs d'entreprise dès lors que, effectivement, ces opportunités puissent être derrière financées. Alors, mon cher Marc, avant de passer la parole à Henri, mon cher Marc Ogzakowski, vous avez choisi de vous financer quasi exclusivement sur le Nasdaq, si je ne me trompe. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes en arrivé là, qu'est-ce que ça vous a apporté. Bon, vous êtes une belle PME française, hein, vous faites dans les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, vous êtes très très ambitieux hein, du côté de Lyon, et vous êtes pas mal, vous fabriquez beaucoup en France, d'ailleurs vous arrivez encore à beaucoup fabriquer en France avec tout un réseau de sous-traitants, mais qu'est-ce qui fait que vous avez traversé l'Atlantique pour vous financer sur le Nasdaq, qui est quand même assez contraignant? Racontez-nous. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. D'abord, je pense que, comme vous l'avez dit et comme les différents intervenants l'ont dit aussi, l'internationalisation, c'est une aventure globale et c'est une aventure qui doit se faire en équipe. Et quand je dis en équipe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, alors vous dites exclusivement Nasdaq, c'est vrai qu'on est coté au Nasdaq, ce qui nous a permis de nous développer beaucoup et notamment de trouver des fonds assez facilement et à des niveaux assez élevés pour notre développement principalement américain. On a aussi travaillé avec les partenaires banques, effectivement, comme Eric Gillon l'expliquait maintenant, parce que c'est extrêmement important de laisser les flux. On a aussi énormément travaillé avec BPI, alors après en différentes époques, il y avait différents noms, mais sur les assurances prospection, sur l'accompagnement, notamment dans les congrès, dans les expositions, pour se rendre visible à l'international. Donc en fait, il y a tout un tas d'options, tout un tas de solutions. Il n'y a pas que effectivement les levées de fonds ou l'argent, mais il y a aussi effectivement, et je pense qu'en fait, on a une chance énorme, c'est d'avoir justement toutes ces solutions, toutes les aides et d'avoir un dynamisme extrêmement fort pour emmener et accompagner les sociétés à l'international. Notamment en région. On va en parler tout à l'heure dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, ce que vous avez pu bénéficier. Mais racontez-moi quand même le Nasdaq. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est contraignant? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça change les relations avec les banquiers d'affaires américains? Et est-ce que vous le conseilleriez à une belle PME française ou Euronext d'ailleurs, hein, à une belle PME française qui a des gros projets d'export et qui a besoin donc de cash? Alors, absolument, si c'est à refaire, je le referai. Aujourd'hui, nous, on est rentré, on s'est coté au Nasdaq il y a quand même assez longtemps, hein, c'était fin des années 90, où il n'y avait pas forcément au niveau des marchés français cette possibilité justement d'accompagner les sociétés innovantes. Et on avait un projet américain aussi, puisqu'on venait d'homologuer une technologie pour la première fois aux États-Unis, et on devait mettre l'accent sur les US. Donc, le fait qu'il y ait un appétit d'investissement extrêmement fort aux États-Unis, qu'à l'époque, Euronext, le nouveau marché n'existait pas encore en France, nous a orientés sur le Nasdaq. Après, c'est vrai que tout au long des années et de nos projets, on a pu bénéficier, je dirais, assez facilement de financement et de faire venir des investisseurs sur nos projets et donc de financer sur des montants importants. Alors, comme vous l'avez dit, nous, on est dans les ultrasons thérapeutiques, donc on développe, on fabrique exclusivement en France, sur notre site de Lyon, avec 90% à tissu de sous-traitants régionaux et 100% européens. Donc on est très made in France et ce sont des équipements lourds avec des budgets importants puisqu'on parle d'investissements entre 700 et 800 000 euros pour les hôpitaux. C'est vraiment un marché de niche et ce sont des équipements complexes de traitement. Donc pour rentrer sur un marché comme les États-Unis, ça nous a pris à peu près 12 ans de travaux avec la FDA, d'études cliniques qui sont extrêmement chères à réaliser aux États-Unis. Et c'est vrai que là, grâce au Nasdaq, on a pu facilement, sur la présentation de nos projets américains, lever des fonds qui nous ont permis de financer ces projets. Et sans ça, on ne serait pas arrivé aux États-Unis. Ouais, c'est ce qui m'avait étonné hein, quand je vous ai eu au téléphone, c'est que vous m'avez dit en tout, entre augmentation de capital et opération, grâce à cette cotation, globalement, c'est 50 millions de dollars, je crois que vous m'aviez dit. Et ça veut dire que donc, c'est-à-dire s'implanter aux États-Unis, hein, et donc je le rappelle, on fera une table ronde de focus États-Unis notamment à 14 heures. S'implanter aux États-Unis, c'est très très cher, mais c'est un beau pari, et parce qu'après, il peut y avoir un très fort levier. Hein. Absolument. Alors après, c'est très cher, ça dépend aussi du type d'équipement, hein, parce qu'il y a des équipements qui sont homologables assez facilement en quelques mois. Après, effectivement, le développement commercial, marketing coûte très cher. Tout coûte très cher aux États-Unis. On peut penser que c'est un pays qui est pas cher pour les vacances, mais pour le business, c'est extrêmement cher.
d'un point de vue d'abord des salaires, d'un point de vue des assurances, enfin, d'un point de vue de la logistique et des infrastructures, c'est très coûteux. Puis c'est un pays immense, hein. Donc du coup, si on veut avoir une présence à peu près globale, c'est effectivement un investissement fort. Après, pour en revenir au Nasdaq et sur les contraintes, c'est vrai que c'est très contraignant, c'est assez cher. Même s'il y a différents degrés ou types de cotation Nasdaq, nous on est considérés comme étrangers, donc on a moins de reporting qu'une société complètement américaine. Par contre, ça reste contraignant et cher. Mais aujourd'hui, nous, après une vingtaine d'années et des projets de développement qui ont pris beaucoup de temps, aujourd'hui, ça a été positif en tout cas, pour nous permettre d'aller aux US. Après, le Nasdaq, c'était vraiment, et ça reste encore, il faut savoir que les Américains considèrent que seuls les États-Unis existent au monde. Donc, on travaille sur nos projets américains avec les Américains. Par contre, on a aujourd'hui des implantations partout dans le monde, puisqu'on fait l'export. On a des filiales propres dans les pays importants, type Japon. On est beaucoup en Asie, avec une filiale au Japon, une en Malaisie, une en Corée du Sud. Mais on a aussi ouvert des bureaux en Russie, à Dubaï, au Moyen-Orient, et une filiale en Allemagne. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé avec justement BPI, avec les assurances export, avec aussi tout un tas de sociétés. Vous avez mentionné VTR, qui est co-organisateur de l'événement, qui va accompagner justement les sociétés dans les études de marché, dans les études de faisabilité et les implantations possibles. Il y a aussi des sociétés type Capital Export qui vous permettent justement de vous aider dans le montage des dossiers, parce que c'est pas évident. Malgré tout, c'est des dossiers un peu complexes. On a aujourd'hui vraiment en France, et nous en tout cas on en a bénéficié, ça nous a beaucoup aidé sur les marchés internationaux. Bon, parfait. C'est tous ces gens qui sont là pour vous aider à construire ces dossiers, parce que c'est souvent un peu facteur aux jeunes entreprises. Parfait, merci à vous Marc. Vérifiez un peu votre micro et votre caméra parce que ça a un peu sauté du côté de Lyon. Si vous voulez bien, voilà, c'est un petit peu meilleur. Alors, je vais passer la parole. Merci d'être resté patient, mon cher Henri Gauthier. Donc, vous avez racheté, je le disais, à la barre du tribunal, une entreprise basée à Agen, hein, et vous réalisez, vous installez, vous maintenez des unités standardisées, modulaires, de fabrication de médicaments et de centres de dialyse. Alors, ce sont des gros, hein, on est d'accord, ça peut être des gros montants et vous avez des gros projets à l'export. Racontez-nous tout ça un peu, puis après vous allez nous parler de vos problématiques de financement. Vous qui êtes une société quand même qui a un gros carnet de commandes aujourd'hui, donc il doit avoir un gros besoin de fonds de roulement, j'imagine aussi. Alors, qu'est-ce que vous voudriez nous mettre en avant déjà sur votre logique d'exportation, Henri? Alors, très rapidement, notre historique, en fait, nous avons racheté effectivement une entreprise à Agen en 2012, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Notre société réalise, ou notre petit groupe réalise à peu près une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, exclusivement à l'export. Nous travaillons dans un nombre de pays assez important, mais essentiellement axés sur l'Afrique aujourd'hui. Et on commence à démarrer un petit peu sur le Moyen-Orient, avec également un axe extrêmement important sur l'Asie. Mais une unité, ça peut coûter très cher, hein. C'est ça qu'il faut avoir. Nos unités, qu'est-ce que nous fabriquons? Nous fabriquons des unités de production de médicaments suivant une technologie basée sur le modulaire. Ce sont des unités complètement standardisées. Et nous avons trois types de produits. Des produits qui sont axés sur les solutés injectables, où on fabrique donc des unités de production de solutés injectables. Deuxième catégorie sont des unités de production de formes sèches. Et la troisième catégorie, c'est un domaine qui est le domaine du dialyse, qui nous tient particulièrement à cœur, et sur lequel nous fabriquons des unités de production de concentrés et d'autre part des centres de dialyse. Des postes, oui, c'est ça. Alors, non, les centres de dialyse sont des endroits où on soigne les gens. Hein, oui, des postes de dialyse. Oui, tout à fait. Hein, donc, on a des unités de 10. Très gros montants, et vous avez signé de gros projets en Afrique. Je crois, Éthiopie, vous m'avez dit 70 millions d'euros, par exemple. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Et alors, où est-ce que vous en êtes de votre problématique? C'est la solvabilité de vos clients, qui sont souvent dans des pays émergents. Où est-ce que vous en êtes? Et qu'on puisse un peu en discuter avec Marie-Alban. Voilà, alors effectivement, nous avons un portefeuille de commandes qui est assez important, hein, de l'ordre de 175 millions d'euros aujourd'hui. Nous travaillons énormément sur l'Afrique, comme je vous l'ai dit, et c'est vrai que nos projets sont des projets qui sont assez importants en volume unitaire. Hein. Le projet de base représente à peu près 4 millions d'euros. On arrive jusqu'à effectivement des projets, mais celui-là n'est pas encore conclu,
sur l'Éthiopie qui représentent des montants d'à peu près 70 millions d'euros. Donc, alors, il faut effectivement organiser le financement de vos clients, qu'il soit fiable, qu'il soit solvable. Alors, comment procédez-vous? Et vous m'aviez dit que c'était vous avez eu du mal à avoir des réponses françaises, notamment. Oui, c'est exact. Alors, effectivement, aujourd'hui, après un démarrage de la reprise de l'entreprise où on travaillait en essayant d'aider nos clients à se financer, aujourd'hui, nous avons pris le parti, effectivement, de sélectionner nos clients en fonction de leur capacité à assurer leur financement eux-mêmes. Alors, ça nous coupe d'une partie du marché, puisque sur des marchés du type de celui sur lequel nous travaillons, en fait, nous avons des concurrents qui sont essentiellement issus de Chine, d'Inde et des États-Unis. Et ces gens-là arrivent en principe avec des packages complets, c'est-à-dire que, outre les équipements, ils arrivent également avec un package financier. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a un petit peu de mal parce que effectivement, lorsque vous avez des gens qui viennent des États-Unis avec un package financier complet, ils arrivent avec une solution qui n'est pas forcément une solution techniquement de très haut niveau, mais avec le financement, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on a effectivement un nombre d'obstacles à franchir assez important puisque techniquement… Alors, BPI a pu vous aider ou pas? Alors, BPI pour l'instant… Mais simplement sur le principe. Écoutez, voilà. j'ai adoré l'intervention de Marie-Alban Prieur tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement déterminés, donc c'est très bien. Et on va faire appel à eux. On a des problématiques qui sont intéressantes. Par exemple, aujourd'hui, on négocie avec un État africain l'installation d'un réseau de dialyse. Un réseau de centres de dialyse, c'est extrêmement intéressant, c'est motivant, c'est bien pour la santé. Et par contre, moi, j'aurai ce marché si j'arrive avec le financement. Donc, je crois qu'il y a un vrai… Alors, vous me citiez le Nigeria, parce que le Nigeria, oui. Énorme, c'est un marché monstrueux. Et vous me disiez, le problème, c'est que les enveloppes de BPI France sont très peu utilisées, par exemple. Oui. Alors là, c'est vrai que, bon, on va pas refaire l'histoire, mais effectivement, j'avais participé à la présence au voyage du président Macron à Lagos il y a quelques années, et on avait eu l'occasion de discuter avec les gens de BPI France qui étaient très agacés parce qu'effectivement, sur des marchés importants que nous avons là-bas, on n'arrivait pas à mettre en place, en fait, des procédures de financement de ces clients. Et ce marché en particulier, on vient maintenant de le financer, et ce sont des fonds américains en fait qui le financent. Ah bon, alors Marie-Alban Prieur, bon, c'est un bel exemple parce que c'est une très belle entreprise. Ils ont des grosses commandes, il faut avoir ça en tête. Vous êtes aussi à Madagascar, 175, ouais. à Côte d'Ivoire, bon, des pays en plus sur lesquels la France mise, évidemment, en Afrique notamment, dans les pays émergents, où on sait qu'on a une offre qui est vraiment différenciante, qui est vraiment qui peut intéresser. On l'a redit lors de la première table ronde. L'offre française est très considérée dans les pays émergents. Et puis là, il a l'air de dire que il n'arrive pas à trouver chez nous de financer la solvabilité de ses clients. Alors, Marie-Alban. Alors malheureusement, il est pas un cas isolé. C'est un vrai sujet. Déjà juste pour la refonte et la genèse en 2 mots, c'est un constat qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en 2015, on nous a donné le mandat et j'étais à l'origine en fait où on a lancé l'activité de crédit export sur des petits contrats, ce que je disais très rapidement, parce que vous le citiez effectivement, Monsieur Bussier, on est vraiment sur des sujets où en fait nos concurrents, et moi je vais vous parler des concurrents qui sont juste à côté, qui sont les Allemands, qui sont en ordre de marche, qui sont organisés, qui arrivent de manière, avec les Italiens, extrêmement forte sur des marchés où on est en perte de vitesse. On a reculé sur toute l'Afrique francophone. On a divisé par 2 sur l'Afrique de l'Est. Ça, c'est pas normal. On le disait, on a eu des solutions, on a une gestion, en fait, très intelligente de nos modèles. Mais par contre, on sait pas vendre. On sait pas vendre parce qu'on n'a pas les bons outils. Voilà. Et on n'a pas la simplicité de la relation. Et donc, ça aussi tout le travail qui est mis en place, ce qu'on a fait d'un point de vue France, on est en train de le faire d'un point de vue étranger, c'est d'arriver, je parle là de l'offre
de financement françaises. Donc, il y a des prêts trésors, il y a des prêts de l'AFD aujourd'hui. Si on descend un peu sur l'offre publique, vous allez retrouver des prêts maintenant de BPI France. Donc, à un moment, il faut que tous ces gens se parlent. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de. On a signé une convention de partenariat avec l'AFD la semaine dernière, avec AFD Proparco, parce qu'on va et on rentre dans cette volonté, en tout cas, d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour nos acheteurs, et là je parle des acheteurs étrangers. Alors après, la problématique, le crédit export, c'est quoi? C'est-à-dire que on vient en fait, et c'est ce que disait M. Gauthier, on vient avec une offre globale. Et c'est ce qu'attend l'acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acheteur étranger, c'est comme, et pardon, on a tous en tête, quand on allait acheter notre voiture, et c'est plus tendance, mais en tout cas ça se faisait, on allait acheter notre voiture, et on avait notre financement qu'on vous proposait directement quand vous allez dans la concession. C'est cher, c'est cher. Hein. C'est un petit peu plus cher. Mais en fait, ce que vous êtes, c'est mieux. Hein. La solution et le service, vous preniez ou vous ne preniez pas. Alors là, quand on va voir nos acheteurs étrangers, c'est-à-dire que l'exportateur français, il arrive avec sa solution technique, sa solution de financement dans un package global. Et en fait, c'est pas lui qui va traiter directement, parce qu'on lui demande pas d'être spécialiste en financement. C'est nous qui allons traiter, situer pour traiter financièrement le sujet. Alors après, c'est un sujet de connaissance de l'acheteur étranger. Et là, si on granule un peu, on va avoir deux niveaux d'acheteurs étrangers. On va avoir les États, comme vous citiez, donc où eux, notamment, vont avoir des plans sur la santé, clairement, si on prend le continent africain, est dans leurs priorités. Tout ce qui va être ville durable, etc., sont dans leurs priorités. Il y en a beaucoup d'autres. Ces États sont aujourd'hui, notamment en Afrique, c'est un continent, on l'a vu au travers de la crise, qui est extrêmement résilient dans sa tenue. Alors, globalement, hein, je schématise, mais globalement. Et deuxièmement, les gouvernements ont entrepris quand même ces dernières années beaucoup de transparence vis-à-vis de la corruption, si on se dit chose, de financement de terrorisme, etc., etc. Leur classement dans les doing business s'améliore quand même année sur année, ce qui est plutôt favorable. Et on doit inciter, et c'est notre effet de levier, on parlait, je trouve que c'était mes collègues qui soient là, mais en fait, on est là pour favoriser le levier vis-à-vis des banques. Donc, sur le crédit acheteur, je vais vous dire, crédit fournisseur, il y a 30 dossiers l'année dernière qui ont été réalisés d'un point de vue France. 30. C'est pas beaucoup, hein? C'est trop petit. Trop petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous la connaissez, vous, Monsieur Gauthier, mais l'offre, elle est déjà méconnue. Deux, souvent, en fait, on va avoir après des difficultés, et c'est là où je vais finir sur les acheteurs. Ça prend du temps. C'est un temps long, le métier de crédit export, comme un métier d'investisseur qu'on connaît bien chez BPI France. On est à mi-chemin entre un métier d'investisseur et un métier de financeur, parce que les négociations sont longues avec les États, et qu'en plus, il faut que derrière, on ait, en fait, que notre créance soit, entre guillemets, valable, solvable, si on doit présenter notre créance à l'État. Et deuxièmement, ça, c'est ce qu'on a lancé, et on a 8 bureaux aujourd'hui. Moi, j'anime ces bureaux qui sont basés à l'étranger, donc je serais ravie de vous mettre en contact avec mon équipe qui est basée à Nairobi, pour qui pilote notamment l'Éthiopie. Vous avez des sujets. Et dans ce cadre-là, en fait, on a les équipes et la feuille de route qu'ils ont, c'est de cartographier, d'aller voir directement les acheteurs étrangers privés, parce qu'il y a un réel marché sur des acheteurs privés. Et eux, abonnés, qui souhaitent investir et souhaitent avoir de l'offre française. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'ils veulent de l'offre française, mais ils me disent, je les vois pas. Bon, parfait. Merci Marie-Alban, parce que j'aimerais bien vous retrouver sur ce que vous faites plus particulièrement sur l'innovation, les sociétés de l'innovation. Et puis ce qui est sûr, c'est que vous qui faites partie d'un petit groupe d'entreprises suisses, hein, vous me disiez que les Suisses sont très efficaces dans l'arsenal de mesures publiques, très concrètes, très prosaïques. Allez, mon cher Guillaume, qu'est-ce qu'un fonds de private equity peut apporter en expertise, en conseil à une boîte dans laquelle il aura investi pour se projeter à l'international, concrètement? Typiquement, voilà ce qu'évoquait Marie-Alban à l'instant, on travaille chez Ciparex, ça crée un effet de bande avec toutes nos participations. On a 300 participations, donc avec le soutien de notre nouvelle operating partner Stéphanie Fortier, on anime des webinars sur différentes thématiques géographiques, différentes thématiques aussi de formation pour apprendre à vendre. Tout récemment, là, on a fait un webinar à la destination plutôt de nos startups de l'univers de la santé pour recruter les fameux KOL,
les key opinion leaders, les prescripteurs qui sont absolument essentiels quand on veut se développer à l'international, aux États-Unis, au Japon, en Asie, effectivement. Et donc, de tous les réunir ensemble et de partager sur, on se met très fort en France, on sait trouver ces prescripteurs, mais comment on peut aller aux États-Unis, trouver des bons, au Japon, en Chine. Donc voilà, c'est des choses très pragmatiques, très business. Vous arrivez à savoir combien à quantifier, à chiffrer ce soutien ou pas? C'est-à-dire chiffrer, nous on met des moyens opérationnels dédiés. Donc on a effectivement Stéphanie Fortier là qui est plutôt orientée développement international de par son histoire. On a aussi quelqu'un qui est dédié aux startups, Pauline, qui est notre startup success manager. Donc quand on fait une levée de fonds, derrière il faut employer ces fonds au mieux. Donc ça passe par du recrutement, ça passe par un déménagement aux on a des soutiens opérationnels très concrets pour accompagner nos dirigeants qui viennent lever des fonds. Et donc ça, c'est des ressources internes. On n'a pas les moyens de BPI France, mais on essaie d'être pragmatique et de créer de plus en plus d'animer notre écosystème autour de nous, de dirigeants, mais aussi de partenaires, dont BPI France, dont Business France, dont d'autres qui peuvent être parfois plus pointus sur certaines expertises fiscales, de gestion de la propriété intellectuelle, pour aider notamment à passer les fameuses certifications FDA aux États-Unis, d'avoir à chaque fois un écosystème de conseils et de partenaires experts. Alors, dans l'intitulé, il y avait financement de l'internationalisation et internationalisation du financement, même si évidemment c'est moins important de ce côté-là. Mais mon cher Arnaud Briot par exemple, est-ce que est-ce que vous pourriez contacter, puis après je passerai la parole à Éric Gillion pour voir ce qu'ils peuvent proposer eux avec leur banque correspondante à l'étranger. Est-ce que vous arrivez à internationaliser votre financement? Alors nous de notre côté, chez Domalis, donc on est en phase, je dirais, d'accélération à l'international. Et pour cette partie de financement à l'international, donc on a été mis à la fois par notre banque en relation avec d'autres banques dans les différents pays, notamment aux États-Unis, et puis aussi certains cabinets de conseil avec qui on a pu travailler, notamment grâce au programme aussi Stratexio, qui fait que en fait on a des mises en relation. Pour l'instant, on n'a pas encore levé des fonds ou fait des financements assez spécifiques, notamment aux États-Unis. En tout cas, va se poser clairement la question d'accompagner nos clients sur le financement. En France, on a une solution notamment de leasing. L'idée, c'est aussi de proposer cette même solution aux États-Unis. C'est des choses qui existent, il n'y avait pas de souci. Mais donc, c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné à la fois par nos banques partenaires françaises et leurs correspondants aux États-Unis, des banques typiquement américaines là-bas. Mais c'est un vrai sujet. Pour nous, il est encore un peu tôt pour dire qu'on a encore utilisé tout le panel, mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin par rapport à ça pour proposer une offre globale et un vrai service, quoi. Ouais. Alors justement, Éric Gillion, du côté du CIC, donc groupe Crédit Mutuel CIC, qu'est-ce que vous pouvez proposer en internationalisation de leur financement avec vos banques correspondants locaux, etc. C'est plus pour les grandes entreprises ou est-ce que les PME peuvent y avoir accès? Est-ce que c'est ou garantir la banque sur place qui va déclencher une ligne? Voilà. Est-ce que ça se pratique? Est-ce qu'aujourd'hui c'est courant, ça se développe ou au contraire ça reste compliqué? Ça reste toujours compliqué, il ne faut pas se le cacher. La mise en place de financement local est un point difficile à obtenir et il est facilité par effectivement la mise en place en contrepartie de garanties bancaires de banques françaises, CIC ou autres, permettant localement à la banque de pouvoir effectivement mettre en place des lignes de crédit en n'ayant aucun risque pris en direct. Donc il y a une limite à l'exercice, ça c'est clair. Dans le temps, après, quand la filiale a une certaine autonomie, un recul, un historique de chiffre d'affaires, elle peut gagner en autonomie et donc se dispenser finalement du recours aux garanties que peut octroyer une banque française sur demande de la maison mère. Mais ça reste quand même très difficile à avoir, je dirais, si on fait un spectre large. C'est vrai que l'accès au crédit local
est compliqué. Pour rebondir sur ce que disait Marie-Alban sur les crédits fournisseurs ou crédits acheteurs, c'est vrai que on remarque finalement, non pas beaucoup de dossiers, il y a très très peu de dossiers. Il y a quand même un accompagnement qui est fait par des assureurs privés en complément de BPI. Mais la règle est quand même que l'accès au crédit, donc financer l'acheteur, octroyer finalement au fournisseur un paiement comptant et en contrepartie permettre à l'acheteur étranger d'avoir un délai de règlement assez long, c'est un travail mais harassant qui demande effectivement la reconnaissance de notre créance. Il y a un travail très lourd, très cher, et c'est vrai que si nous arrivions à avoir peut-être des facilités, enfin permettre aux entreprises d'avoir beaucoup plus de facilité sur ces modes de financement, effectivement, il y aurait peut-être une accélération des courants d'affaires, mais pour le mettre en place, c'est vrai que heureusement que nos clients, nos entreprises françaises sont courageuses et patientes, mais c'est très long. Et c'est peut-être la justification effectivement du nombre de dossiers extrêmement limité, quand bien même que BPI couvre, quand c'est BPI qui est, je dirais, appelé à couvrir nos risques, jusqu'à 100%. C'est-à-dire que on peut pas dire que c'est un problème d'exposition bancaire. On n'est pas exposé ou très peu, mais c'est très lourd, c'est très très lourd et c'est dommage. Et puis peut-être que les banques françaises demandent trop de garanties, en quelque sorte, enfin des états financiers trop parfaits aux entreprises sur place, aux entreprises notamment clientes en Afrique, etc. Non, c'est pas toute une logique à revoir. Oui et non, c'est qu'on est quand même contraint de se faire rembourser, donc on est très vigilant déjà. Comprenez qu'en France, prendre le risque sur le risque corporate avec une base de données qui est extrêmement précise n'est pas forcément évident. Avoir des éléments tangibles sur alors je parle pas de financement attaché à des États, mais à des sociétés privées, eh bien, la visibilité des comptes et au-delà même juridiquement, la capacité de pouvoir prêter à ces contreparties n'est pas si évident que ça. C'est un frein. C'est vrai que les Italiens, les Allemands ont peut-être certainement un mode de fonctionnement plus souple et une prise de risque plus importante, certainement avec un coût supplémentaire, mais ils ont une avance. Faut pas se le cacher. Merci pour cette franchise. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les aides régionales à ne pas oublier. Et la Team France Export aujourd'hui a une grande logique régionalisée, notamment à travers le réseau des CIC. Mon cher Marc Ogzakowski, racontez-nous là comment ça se passe, le soutien de la région Rhône-Alpes, par exemple. Où est-ce que vous en êtes? Sur quoi ça vous intéresse? Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres aussi? Alors, on a beaucoup, la région Rhône-Alpes est très dynamique pour les industries, en tout cas de la région, et on en a bénéficié pas mal sur des programmes également, notamment l'installation en Russie. Alors, c'était il y a quelques années. On avait été énormément accompagné par la région. Et puis, nous, on reçoit une aide considérable de la région, notamment sur des projets plus de recherche et développement, sur des projets techno. Et aujourd'hui, on bénéficie de programmes alors, qui ne sont pas forcément connus, qui sont des programmes un peu globaux. Mais on est très accompagné par la région sur la partie R&D principalement. Et alors, donnez-nous, est-ce qu'il y a quelques chiffres qu'on peut avoir? Je sais pas, qu'est-ce que ça apporte ce support sur la recherche? Est-ce que ça aide sur des développements internationaux? Oui. Voilà, donnez-nous un ou deux exemples peut-être. Donc, la Russie, ça peut être des gros montants, ça peut être des montants confortables? Alors, j'ai pas forcément de chiffres exacts, mais par exemple, on travaille énormément. Alors après, d'un point de vue régional, avec les hôpitaux de la région également, mais aussi avec l'unité Lapto de l'INSERM, avec qui on travaille énormément sur la partie recherche. Donc ça, c'est des unités qui sont régionales, mais c'est pas forcément la région. Mais ça nous permet, ça permet de développer des technologies et de faire de l'innovation. Et ça, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, nous, dans notre domaine, on est leader mondial. Et je pense que c'est grâce effectivement non seulement au tissu régional, donc encore une fois les hôpitaux universitaires, mais aussi l'INSERM, ainsi que l'accompagnement justement sur des programmes et des financements de ces programmes qui font travailler avec l'INSERM et ces hôpitaux grâce à des fonds régionaux ou même français. Et donc ça permet effectivement de garder l'industrie française au top de l'innovation, en tout cas dans des marchés, pour ce qui nous concerne, de niche, et qui permet d'avoir une reconnaissance internationale.
Henri Gauthier, l'aide de la région, la grande région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, ça vous intéresse, vous y frappez, c'est fléché ou, Écoutez, au début de notre activité, on a été un petit peu aidé par la région puisque nous avons développé des produits qui sont désormais brevetés, et nous avons été un petit peu aidés par la région et par BPI. Voilà. Et ça s'arrête là. Maintenant, je rebondis sur ce que vous évoquez en termes d'internationalisation du financement. Nous avons créé une filiale en Chine il y a maintenant 3 ans, et nous avons un vrai challenge de financement sur place, puisque nous allons produire sur place du concentré pour hémodialyse. Nous allons produire nous-mêmes pour la première fois, ainsi que des cartouches de dialyse, et l'État chinois est rentré dans notre capitale. Voilà, donc c'est assez remarquable. mais c'est pas ça pose pas des problèmes de propriété intellectuelle, etc. et tutti quanti? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ça nous aide aussi considérablement parce que en Chine, l'État est quand même puissant, et donc ça nous aide effectivement pour le développement, mais nous avons besoin aussi de montrer patte blanche, et nous avons des investissements importants à faire, et on aura peut-être des discussions à avoir avec les différents interlocuteurs de ce jour à ce propos. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet intéressant. Des entreprises comme la nôtre, si elles veulent pouvoir se développer, sont obligées de se développer sur les marchés importants. Quels sont les marchés importants pour nous dans le domaine de la santé? C'est numéro 1 l'Afrique et numéro 2 l'Asie. L'Afrique, vous savez, on parlait tout à l'heure du Nigeria, ils sont 200 millions aujourd'hui, ils seront 400 millions en 2040. On parlait de l'Éthiopie. L'Éthiopie, ils ont dépassé les 100 millions d'habitants. Ils vont doubler leur population dans les 20 ans qui viennent. Donc les marchés sont là-bas. Mais si vous voulez, ces marchés-là, on va pouvoir les prendre en demandant à nos clients de présenter des critères de solvabilité au même titre que ceux que l'on demande en France. On n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Hein. Nos amis allemands, nos amis italiens, nos amis américains, nos amis chinois ont déjà résolu le problème, et eux, ils n'ont pas du tout les mêmes difficultés que nous, et ça, il faut en être conscient. Hein. Alors, rapidement, Arnaud Briot, vous aussi en Nouvelle-Aquitaine, là aussi, les aides régionalisées, que ce soit fléché export ou fléché innovation au sens large, vous en avez bénéficié, vous avez frappé à des portes? Oui, complètement. Alors, au départ, on démarrait plutôt sur des fonds propres, mais en fait, assez rapidement, sur 2 axes, à la fois la partie innovation. On a bénéficié des aides à la fois de aide ou accompagnement, parce que parfois ça se fait sous forme d'accompagnement type emprunt innovation chez BPI, ou alors des aides d'innovation pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau de l'Europe, sur des programmes européens. Et et sur la partie export, Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle soit du talent export, soit sur de l'assurance prospection couplée avec du BPI. Donc en fait, et puis maintenant avec la Team France Export, quelques chèques export, c'est pas grand chose, mais ces petites choses là, en fait, faut être toujours un petit peu informé de ce qu'il y a, et puis de comment on peut s'orienter pour avoir des financements, parce que finalement c'est toujours ça, si on peut récolter. C'est que finalement il y a quand même beaucoup de choses, et quand on additionne les choses, on voit quand même qu'on est un pays bien loti. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à l'efficacité, hein, évidemment, voilà. Alors, on a une chance énorme en France, c'est justement il y a beaucoup d'outils. Après, il faut savoir les trouver, les chercher, les utiliser à bon escient, et c'est pas toujours simple de faire ça. C'est pour ça qu'un accompagnement individualisé qui a une vision assez globale est intéressant. Bon, vous nous avez dit plein de choses passionnantes. On arrive déjà presque au terme passionnant, et vraiment des angles bien variés, bien différents que vous nous proposez. Alors, rapidement pour conclure, Marie-Alban Prieur, bon, la santé, c'est des besoins en fonds de roulement, ce sont des levées de fonds importantes, c'est la nécessité d'investir, d'établir des partenariats, notamment académiques. Qu'est-ce que propose BPI France dans cette optique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ça la deep tech? Pour résumer, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre stratégie là-dedans?
Alors juste pour rappel pour tout le monde, en fait, la Deep Tech c'est lancé par le gouvernement en fait en 2019. C'est le plan Génération Deep Tech qui va pour 5 ans jusqu'en 2023 grosso modo et qui est donné en gestion à BPI France. Alors c'est quoi l'ambition de ce plan et qu'est-ce qu'on veut faire à travers ça? C'est la recherche profonde en fait. C'est la technologie de rupture. C'est vraiment ça qu'on recherche. C'est faire en sorte que à l'intérieur, donc ça concerne évidemment le médical, c'est dedans, mais c'est aussi d'autres secteurs d'activité, pas que le médical. Mais à l'intérieur de ça, c'est surtout avoir un parcours dédié de financement et d'accompagnement pour ces sociétés de rupture. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de sociétés dont on sait que on a l'éminence grise. En fait, si je parle des chercheurs dans les labos, etc. Aux États-Unis, ils savent le faire. Il y a les parcours dédiés. Ils sont même chefs d'entreprise et chercheurs. Ils ont les deux casquettes. En France, c'était encore très opposé. C'était pas quelque chose de simple. Et ça, c'est aussi de favoriser ces parcours entre la recherche expérimentale et le parcours de l'entrepreneuriat, faire en sorte que ces ponts se créent. Donc, en fait, BPI France va et rentre à cet endroit-là. Et ensuite, on accompagne aussi ces chercheurs dans leur business model. Donc, comment ils vont faire? Est-ce que les mettre en contact avec pour les levées de fonds, puisque c'est pas les mêmes besoins. Et notamment, si on parle des socles technologiques qui sont notamment là sur la santé du numérique, qui demandent des besoins en fonds de roulement énormes, avec des durées en fait de production qui sont très longues. Vous avez mis 7 ou 12 ans, je sais plus. Enfin, voilà, il faut pouvoir financer. Et donc, c'est des recours à de la levée de fonds en permanence. Et ça, c'est aussi en tout cas, des socles que nous avons développés sur le soutien à l'investissement, en fait, dès le démarrage. Voilà. Donc, tout ça, on est toujours aussi dans une logique de faille de marché. Donc, parce que ça, c'est comme on appelait ça la vallée de la mort, mais quand on était à phase de commercialisation en France, où on a lancé un fonds dédié par rapport à ça. Mais maintenant, sur cette volet plus en amont, là, on va pouvoir aussi intervenir de manière très ciblée sur ce marché-là. Ok, on va. Oui. Ok, vous vouliez dire encore un petit mot, Marie-Alban, et après on va conclure. En fait, vous parliez tous d'interlocuteurs. Je crois que c'est vrai que c'est même chez nous, on le reconnaît, c'est un peu les méandres. On ne sait pas toujours. On a plusieurs interlocuteurs qui peuvent arriver. Je suis ravie de voir que beaucoup de territoires sont représentés de régions ce matin. C'est ça aussi le point d'entrée. Ils sont chez nous, en tout cas chez BPI France dans les territoires. Bon, parfait. Merci à vous, ma chère Marie-Alban Prieur, pour C'est pas facile, hein. Vous avez quand même parfaitement résumé tout ce qui existe. Alors, c'est sur le papier, évidemment, comment tout ça se coordonne, etc. Et effectivement, après, il faut mettre tout ça en musique. Mais vous nous l'avez excellemment bien rappelé, que ce soit sur l'angle des sociétés déjà plus mûres, installées, etc., avec tout le continuum dont vous parlez, ou alors sur la logique, évidemment, innovation, et notamment partenariat recherche, très important, évidemment. Qui sait que BPI France, par exemple, finance des partenariats recherche, par exemple. Vous en parlez, c'est un sujet de souveraineté, vous parliez de l'État. On est très attaché au sujet de souveraineté. Et par rapport à ça, et le médical est un des sujets de souveraineté de la France. Donc, n'hésitez pas. Évidemment. Même et à vie, envoyez-moi un email. Mon adresse est ma.prieur, prieur@bpifrance.fr. N'hésitez pas, je suis à disposition. Prieur, on ne se fera pas prier alors. Merci à vous, ma chère Marie-Alban. Alors, Marc Orzakowski, vous m'avez dit, je me souviens, nous c'est simple, on est une éternelle start-up. Parce qu'on a des développements très très longs. Je crois que vous avez des projets dans l'endométriose, dans le cancer du pancréas, etc. Ça va coûter très très cher tout ça. La suite pour vous? C'est vrai que justement, quand on travaille dans l'innovation, je pense qu'on est une éternelle start-up pour ça aussi. Et puis les développements prennent du temps. Comme je l'ai dit, l'entrée aux États-Unis nous a pris pratiquement 15 ans. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps. Et puis dans notre domaine aussi, les validations cliniques prennent énormément de temps. Donc à partir du moment où on peut rentrer sur les marchés, ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, on développe en permanence de nouvelles applications grâce à notre technologie d'une façon centralisée de notre santé. Et ça coûte cher, mais effectivement, comme on l'a dit aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un tas de possibilités pour financer et pour lever des fonds ou pour accompagner les développements, que ce soit au niveau de la R&D, au niveau même de l'industrialisation, et bien sûr, in fine, de la commercialisation et de la pénétration des marchés internationaux. Parfait. Mon cher Henri, la suite, une fois que vous aurez réglé vos problèmes donc de solvabilité de vos clients, vous avez des gros projets sur Madagascar, sur la Côte d'Ivoire. La suite d'un point de vue de l'innovation et du financement pur de l'innovation, ça peut être quoi?
Si vous voulez, on essaie de faire évoluer nos produits en permanence. Nous sommes un vecteur de transfert de technologie important en matière de santé. Rappelez-vous que 15% des médicaments qui sont consommés en Afrique sont produits sur place, 85% sont importés. Donc, il y a un challenge absolument énorme dans ces pays-là. Donc, il s'agit d'adapter nos technologies, de les faire évoluer, de standardiser encore davantage nos produits, d'impliquer nos sous-traitants et très probablement, la prochaine étape, c'est le travail autour de ce qu'on appelle le fill and finish, avec le travail qui consiste en fait à intégrer les produits comme les vaccins qui sont développés en Europe pour pouvoir les distribuer sur place en les emballant sur place. Voilà, c'est un sujet vraiment très très important et ô combien d'actualité. Et vous, Arnaud, merci à vous, Henri, du côté d'Agen. On part à Poitiers, Arnaud. La suite pour vous, donc on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, vous avez de grosses ambitions avec un gros plan, un gros business plan à l'export. En termes de produits, bon, bah, la Silver Economy, on a l'impression que c'est sans fin. Ah bah, complètement, les deux axes. En termes d'innovation, en plus on a notre cœur, c'est de co-concevoir avec les équipes. Donc à chaque fois, on a plein d'entrées et plein de nouveaux produits à faire, à créer. Et donc, on va continuer à développer notre écosystème, notamment autour d'Aladin, notre système de réduction de la chute et d'alerte, et à la fois se déployer aux États-Unis. Moi, je vais être amené à m'installer là-bas pendant quelques années, justement pour structurer la filiale et donc notamment toute l'équipe commerciale et l'équipe support là-bas. Vous allez où? Où ça? Aux États-Unis, basé à Miami. À Miami, en Floride, c'est là où on a une bonne partie. Ah, d'accord. C'est plus très à la mode à la Floride en ce moment, hein, vous savez. Ouais. Alors, mon cher, merci à vous en tout cas, bon courage et puis bon succès, je n'en doute pas, mon cher Arnaud, pour tous vos produits. Effectivement, un fort plan business, un business plan très très volumineux en préparation sur les États-Unis notamment, le Japon aussi, je crois. Alors, on va conclure avec Eric et puis Guillaume. Alors, Eric, comment faire en sorte que les banquiers soient dans le temps long? Est-ce que vous avez vu, ils ont tous des projets et recherches qui sont évidemment dans le temps long. Alors, ça passe évidemment avec une collaboration, des co-investissements, des cofinancements avec la puissance publique, avec BPI France, que tout ça puisse bien se huiler. C'est clair. On est un acteur parmi d'autres. BPI est un soutien majeur pour accompagner dans le temps long. On use et on abuse des dispositifs de BPI. Nous avons nous-mêmes nos propres supports pour accompagner les entreprises sur le temps long. Mais c'est vrai que c'est un temps qui est semé d'embûches. On l'a vu avec la crise sanitaire, qui, on parle pas de la santé, mais si je fais un parallèle avec l'aéronautique, a quand même touché, et là je parle d'Occitanie, durement notre territoire. 10% d'emplois perdus. 10% d'emplois perdus sur l'Occitanie en aérien, ouais. Donc on voit que c'est un temps long semé d'embûches, mais les banques sont au rendez-vous, tant sur la partie des financements court terme, moyen terme, mais également sur la partie equity. Et le temps long, pour moi, rejoint l'ensemble de ces dispositifs pour que les entreprises, et il y a des talents en région, on a la preuve aujourd'hui, puissent avoir, je dirais, une visibilité sur l'accompagnement qui est nécessaire à l'export. Et c'est un travail de longue haleine et qui est au démarrage très coûteux. Et nos entreprises en ont bien conscience une fois qu'ils ont mis le doigt dans le pot de confiture. Eh ben, dans le pot de confiture. Merci à vous tous. On va conclure donc avec Guillaume. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me parliez, mais sauf si vous voulez me parler de futur développement, est-ce que vous voulez investir plus encore dans les biotech, dans la bioproduction, je sais pas, dites-nous tout ça. Et puis, peut-être nous rappeler, c'est intéressant, parce que quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai un peu posé la question, et c'est que vous êtes aussi financé par des institutions étrangères, notamment des family office, qui ont en quelque sorte confiance dans les investissements que vous allez faire dans des boîtes françaises dans la santé.
Oui, tout à fait. Donc, bon, Ciparex, on est une entreprise aussi, hein, et donc on accompagne nos participations dans leur développement à l'international, mais on a nous-mêmes nos propres enjeux d'internationalisation. Donc, on vient d'annoncer notre implantation au Benelux, en Belgique, la semaine dernière, c'est pour l'actu récente. Et on est effectivement en fundraising sur plusieurs fonds, un dédié aux ETI, et un autre dédié plus aux startups. Dans le cadre de de ce développement, on a le projet de s'implanter aux US pour faire un bridge USA, et pas pour investir là-bas, mais vraiment pour accompagner nos entrepreneurs qui souhaitent se développer. Voilà l'image d'Arnaud Brio, se développer aux US et s'implanter là-bas, leur trouver des équipes, leur trouver pourquoi pas une maison, une école, des locaux, voilà, très opérationnel. Et donc vous êtes aussi financé, vous êtes aussi vous-même financé, donc on le disait, hein, notamment par des family office étrangers, des grosses fortunes étrangères. Oui, enfin, dans le cadre de notre levée de fonds, effectivement. De l'intérêt pour les boîtes de la santé en France. Hein. Effectivement, on rejoint ce qu'on se disait en introduction tout à l'heure. Hein, la France a beaucoup d'atouts dans le domaine de la santé, est très attractive pour des investisseurs institutionnels et privés. Et donc effectivement, nous on leur donne accès à travers notre ancrage dans les territoires. On a 6 bureaux aussi en France, aux meilleures pépites françaises et voilà du domaine de la santé notamment, qui est un des secteurs principaux sur lesquels on concentre notre énergie. Bon, bah parfait. Bah, vous avez été parfaits tous les 6. Merci à vous. Alors, j'ai eu pas mal de questions qui sont arrivées, mais c'est vrai que j'ai préféré favoriser nos échanges. Elles vous seront envoyées, bien évidemment, pour les uns et pour les autres. Merci à tous les 6. Juste un peu de publicité pour dire, on parlait de l'Afrique de l'Est à un moment. Je crois que c'est vous, Marie-Alban, qui disait qu'on était insuffisamment présent, y compris dans l'offre en ville durable et en médical, etc. Des pays en plein boom comme le Kenya. Alors bon, l'Éthiopie, ça va un peu moins bien en ce moment, mais enfin, il y a un énorme potentiel, ou l'Ouganda ou la Tanzanie. Il y aura Rwanda aussi. Le Rwanda, exact. Il y aura un atelier Business France le 25 mars. Si vous voulez vous brancher, ce sera 100% virtuel. On a un superbe plateau, vous verrez. Et puis, ça, c'est le 25 mars. Voilà. Puis beaucoup de rendez-vous, évidemment, à l'export, qui reste un sujet inépuisable. Merci à vous tous. Merci d'avoir été notre vous étiez nombreux à nous écouter sur le financement de l'internationalisation des entreprises de la santé. Je vous donne rendez-vous à 14h. On va faire un focus dans le prolongement de ce qu'on vient de faire sur 4 pays phares incontournables, les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Allemagne. Merci à vous tous. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. C'est parfait.